remercier d'être venu un samedi matin voir une présentation d'un statisticien dans un colloque littéraire. On m'a déjà présenté, alors je vais faire mention que ma job à temps plein est à Morgan Stanley et je fais ceci par pur amour des statistiques et de la littérature. On est samedi, hein? C'est ouais. Pas du travail. Non, c'est ça. OK. Et aussi, on remarquera le titre ici, A Song of Ice and Fire, au lieu du Trône de Fer, parce que la version en français, si j'ai bien compris, il y a genre 18 livres séparés différemment. Vu qu'on s'est servi de cette version-là, il fallait mettre la bonne version. Aussi, j'ai traduit ma présentation et fait des corrections hier, alors vous excuserez les nombreuses coquilles. Le résumé habituel sont tous pareils. Celui-là est un petit peu différent. On comprendra d'où c'est que ça vient. Mon inspiration, certains noms seront familiers, d'autres pas. Et donc, vu qu'on n'est pas tous réveillés ce matin, avant de se rendormir, qu'est-ce qu'il faut retenir de ma présentation? Votre personnage préféré meurt ou va mourir. Quand on a écouté la série, on comprend que c'est pratiquement garanti, mais en fait, quand on analyse les données, on se rend compte que la majorité des personnages survivent. Et en jargon statistique, on dit qu'ils sont censurés, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils sont plus, on les observe plus, mais on sait qu'ils sont vivants ou qu'ils étaient vivants la dernière fois qu'on les a vus. Et c'est pour ça qu'on appelle ça de la censure. Alors aussi, lorsqu'on a le temps et les ressources, je sais pas à quel point en littérature vous faites des cours de stats, probablement qu'il n'y en a pas un mot juste qui est obligatoire. Ce qui est vrai, mais vous avez sûrement des préjugés sur les statistiques et sur la statistique. On peut s'amuser avec les statistiques, aussi bizarre que ça puisse paraître. Et aussi, vous avez peut-être vu dans vos études littéraires des trucs statistiques où est-ce qu'ils comptaient des mots. La plupart du temps, c'est dans ce genre-là, ou encore, il y a eu une analyse plus récente que j'ai vue, c'est A Song of Ice and Data, où est-ce que justement ils prédisent, entre guillemets, qui est-ce qui va survivre, qui est-ce qui va mourir. Ça, c'est un point de vue de quelqu'un qui a fait de l'informatique surtout et qui fait pas nécessairement des statistiques. Alors, les analyses statistiques en littérature, quand on a les ressources, on peut faire justement un petit peu plus, je dirais, raffiné que ce qu'on peut extraire avec un ordinateur, mais ça prend un travail de moine de personnes qui vont recueillir les données. Et comme j'ai dit, on peut s'amuser avec les statistiques et en particulier éclairer une analyse littéraire. OK. Analyse de survie dans la littérature. Où est-ce que j'ai eu cette idée, moi, de mon côté, en parallèle, d'analyser ces données-là? L'idée du projet est venue après l'épisode 9 de la saison 3 de la série Game of Thrones, The Reigns of Castamere, avec le fameux Red Wedding ou mariage pourpre ou noces pourpres. Noces pourpres en français. Où est-ce qui était l'événement que les créateurs de la série voulaient absolument faire à la télé pour choquer tout le monde? Où est-ce qu'il y a un paquet de morts d'un coup? Et ça m'a rappelé justement, oui, il y a beaucoup de personnes qui meurent dans Game of Thrones, mais il y a justement suffisamment de personnages pour avoir une population, puis suffisamment de morts pour voir justement combien de temps ça prend avant qu'ils meurent chacun, et donc calculer une espérance de vie et faire ce genre d'analyse. Et alors, ce serait super intéressant de faire cette analyse-là. Qu'est-ce que ça prend pour les faire? Ça prend les données. C'est toujours ça qui est difficile quand on a un projet de statistique, c'est d'avoir des données intéressantes pour utiliser les méthodes statistiques. Et l'idée aussi, c'est que les livres, il en reste 2 à paraître, et donc il y a de la place pour dire quelque chose plus que des statistiques descriptives, que dans ces livres-là, il s'est passé ça, voici l'analyse statistique. Il en reste 2, on va pouvoir dire, selon nos analyses, qui d'autre risque de mourir, qui est-ce qui pourrait gagner, entre guillemets, etc., etc. Et comme j'ai dit, la difficulté, c'était d'avoir les données, et à l'époque où j'étais prof adjoint à l'Université d'Ottawa, j'avais un octroi du CRSNG, mais ça ne paierait pas pour recueillir des données.
on va en rester à ça, mais justement, ils ne payent pas pour recueillir des données pour les méthodes, ils payent pour développer des méthodes que personne risque d'utiliser souvent. Anyway. Alors, ça, c'était mon approche à moi. On peut peut-être parler un peu des questions littéraires. Maintenant, j'avais par hasard un cousin qui était en littérature qui avait de l'argent pour recueillir des données dans ce genre de problème et qui était intéressé par ce genre de questions. Et on a eu donc une discussion de comment marier justement l'approche statistique à l'approche littéraire. Oui, et c'est ce qui devenait intéressant de mon point de vue. Là, ça a commencé par un souper arrosé comme la plupart des grands projets qu'on ferait pas le matin. Donc, on a un peu les questions ici qu'on se posait. Donc, avec la statistique, je pense qu'au départ, je voyais ça presque qu'un combat comme la rencontre de la narratologie et de la statistique, mais presque sur le mode Kasparov contre Deep Blue à échelle réduite, c'est-à-dire est-ce que moi, avec ma connaissance du récit, je peux prédire mieux qu'un modèle complexe? Et je pense que plus on a avancé dans ce projet-là, plus c'est devenu plutôt la statistique et les stats contre cette mécanique énorme qui est A Song of Ice and Fire. Donc ça devenait l'idée, et je pense que les questionnements sont là finalement. Plus j'avance dans le recueillement des données, des analyses, quand les analyses commencent à sortir, plus on précise un certain nombre de questions et on précise notre compréhension de cet univers-là. Et je pense qu'on va y venir, là, mais ce qui devenait intéressant quand on en parlait, moi, du côté, de mon côté, c'était Sarah qui est là et Fanny, qui ont, entre autres, été obligés de faire ça, mais qui ont fait ces beaux objets-là. Faudrait les donner à un musée, comme dirait Indiana Jones à un moment. Donc, qui ont recueilli les statistiques de décès, principalement, un peu mutilation aussi. Je sais pas si les couleurs sont associées comme décapitation, éventrage. Non, je pense que c'est juste des morts. Mais donc, on voulait ça et on voulait donc, comme le disait Pierre-Jérôme, pouvoir développer un modèle qui serait aussi évidemment prospectif, parce que on attend ce qui va se passer, et en plus on a peur de jamais savoir, comme J.R. Martin persiste à manger du poulet frit et ne pas rencontrer ses deadlines. Donc c'est un peu ça la question, donc je reviendrai plus en détail un peu plus tard sur les conclusions préliminaires. Préliminaires, exactement. Alors, justement, dans les questions qui sont venues à moi et sur lesquelles j'allais mettre une perspective statistique, c'est, oui, George R. R. Martin veut sortir des clichés, mais est-ce qu'on va avoir une morale à l'histoire? Un chemin de revanche. Alors, il y avait l'idée au départ que peut-être que les Stark ont l'air de perdre par rapport à Lannister au début et que ça change avec le temps. Et là, je me disais, ça, d'un point de vue analyse de survie, je peux vraiment modéliser ça de telle façon, je peux voir ça dans les courbes de survie dont on va parler bientôt. Va-t-on sortir ou simplement offrir une variation du monomythe? Le héros a 1000 visages, un classique. Et ce qu'on voit un peu, c'est qu'il y en aura peut-être plusieurs, mais est-ce qu'on va voir ça à travers les statistiques? Bonne question. Et ultimement, oui, on veut faire des prédictions, mais pas uniquement sur qui va mourir, comme A Song of Ice and Data. Comme j'ai dit, la perspective informatique, c'est vraiment, il y a une fixation sur les prédictions, et c'est vraiment un petit peu trop défini de façon restreinte, comme les cases du CRSNG. Et pour vraiment marier la statistique à l'analyse littéraire, il faut avoir une discussion qui continue justement au-delà de juste qui c'est qui va mourir ou pas. Alors, question littéraire, formulation statistique, comment mesurer le temps? Ça, c'est une question. Si on fait une analyse de survie, ça nous prend un temps d'événement. Mais comment est-ce qu'on le mesure? Là, il y a plusieurs possibilités. Est-ce qu'on prend le temps dans le récit? La difficulté avec ça, c'est pas vraiment défini. Il y a pas, c'est pas un texte où est-ce que c'est des journaux avec telle date, c'est passé ci, c'est passé ça. On n'avait pas ça. Il n'y a pas de temps précis, justement pour avoir la liberté littéraire. Et c'est particulièrement compliqué aussi parce que l'organisation du texte, qui est par point de vue de chaque personnage, n'est pas nécessairement chronologique non plus. Une façon objective, alors ça nous prend des chiffres objectifs pour les statistiques, c'était de compter le nombre de pages. Pour ça, ça nous prenait des éditions qui étaient justement uniformes le plus possible.
donc les mêmes éditions de Bantam Book, et on comptait de la première apparition à la mort souvent atroce. On va en reparler. Question statistique aussi. En statistique, on a besoin d'une population pour prendre un échantillon. Et alors ici, ça va être une espèce de recensement, mais même avec une question de recensement, comment on choisit les personnages à garder? Les personnages qu'on veut doivent être vivants dans le présent. Donc, on exclut tous les personnages qui sont seulement en flashback, les Lyanna Stark, les rois fous, faits par Jaime Lannister, les Rhaegar. Pourquoi? Parce que ils sont déjà morts. Ils sont importants dans l'histoire, mais ils sont pas là dans le présent. Et vu qu'on veut savoir qui est-ce qui va mourir dans le futur, possiblement, on peut pas les garder. Et donc, ça prend encore justement un travail de moine pour voir dans le texte, tel personnage, c'est un personnage flashback seulement, pas dans notre échantillon. Un autre critère pour garder dans notre échantillon, ça nous prend un nom, parce que s'il y a un figurant, pour mettre ça comme ça, qui se fait trucider par hasard, mais qui n'a pas de nom, qui était là juste pour une page, on peut pas faire grand-chose avec ça. Et un autre faute d'étape, quand est-ce qu'on commence le chronomètre? Une autre question de statistique, la troncature ou non, est-ce qu'on dit qu'un personnage qui apparaît, mettons, au chapitre 2 du livre 1, est-ce qu'on dit qu'il est né ou qu'il a commencé au chapitre 1 du livre 1, ou est-ce qu'il est là la première fois qu'il apparaît? Il y a deux façons de faire une analyse de survie. On aurait pu choisir justement que tout le monde commence à la page 1, même si on ne les voit pas, et qui sont à risque seulement quand ils apparaissent, ou on peut dire que du moment qu'ils apparaissent, c'est là qu'ils naissent. Et on a choisi justement cette deuxième méthode-là, et j'expliquerai pourquoi plus tard dans la discussion. Quelles covariables peut-on inclure ou définir? Alors, si on veut modéliser quelque chose, on a besoin d'autres choses que juste voici un personnage, voici quand il est mort, voici quand il est né. Et on voulait dire quel groupe fait ci ou quel groupe survit plus qu'un autre, etc. Ces covariables-là, est-ce qu'elles sont dépendantes du temps? On va y revenir, mais c'est une question statistique importante aussi du point de vue de l'analyse de survie. Alors, c'est quoi l'analyse de survie? Un cours très rapide en statistique. La section Massoud, le prof qui m'a enseigné l'analyse de survie à McGill. On s'intéresse à un temps d'événement et comment est-ce qu'on ensuite modélise le temps d'un événement. Ça nous prend la fonction ou courbe de survie, si on préférait, et on a la fonction de risque. Ces deux quantités-là vont être ce qu'on va regarder ici. Et à la fin des résultats, je vais montrer des courbes de survie et des courbes de risque. La fonction de survie, c'est quoi? Ça mesure la probabilité de survivre au-delà d'un temps donné. Et pourquoi au-delà d'un temps donné? Si vous allez chez le médecin et il vous dit vous avez le cancer en phase terminale, vous ne voulez pas savoir vous allez vivre moins que tant, vous allez savoir est-ce que vous avez tant de chances de vivre au-delà d'un an, 2 ans, 3 ans. Donc, on veut survivre au-delà d'un temps X et ça donne la probabilité d'être au-delà de ça. La fonction de risque, c'est un petit peu un risque instantané. C'est pas une probabilité, donc les guillemets, mais ça donne une idée de la mort dans l'immédiat ou l'événement arrive dans l'immédiat. Et donc, plus c'est haut, plus c'est risqué, plus c'est bas, moins c'est risqué. On va dire un mot ou deux sur la médiane. Alors, on va présenter une courbe de survie. Voici une fonction de survie. On va se lever. Alors, au temps 0, la probabilité de survie est 1. Alors, en théorie, on ne meurt pas au temps 0. Et plus le temps avance, plus la probabilité de survie est basse. Ici, le temps, ça pourrait être des pages dans le livre. Mais donc, à 50, on est encore à probablement 95% des chances d'être en vie. À 100 pages, 50%. 150, 20, ce genre de truc-là. Alors, c'est comme ça qu'on lit ça. Ça va toujours de 1 vers 0. Et quand le temps tend vers l'infini, la probabilité de survie tend vers 0. C'est quoi la médiane? La médiane, c'est le temps où est-ce que on passe à 50% de survivre au-delà de ça, ou 50% des chances de survivre en bas de ça. Comme j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? On a l'axe de Y qui nous dit 0.5 c'est où? Ou 0,5 c'est ici, c'est le temps médian. Alors, on aligne où est-ce que notre courbe est.
Ça tombe exactement sur ça ici, alors la médiane, c'est ça. Et quand on fait des analyses de survie, justement, on va souvent donner la médiane et un intervalle autour de ça. Ça va être le temps où est-ce que 50% des gens meurent avant et 50% des gens meurent après. OK. Courbe de survie versus courbe de risque. On va faire des comparaisons. Et comment est-ce qu'on compare justement différentes courbes de survie? Ici, j'ai groupe 1, 2 et 3. Groupe 1, survie plus au début. Alors, plus c'est haut, plus on survit longtemps. Et donc, jusqu'à un certain temps X, le groupe qui survit le mieux, c'est le groupe 1. Pourquoi? Parce qu'il y a en haut des autres, le groupe 2 est plus haut que le groupe 3, et ainsi de suite. Mais à un moment donné, les trois courbes se croisent, et le groupe 1, passé un certain temps, c'est lui qui survit le moins bien. Le groupe 2, il est toujours médian entre les deux autres, et le groupe 1, qui crevait beaucoup au début, à long terme, il survit mieux. Alors, ça peut arriver. Et c'est quoi une courbe de risque? C'est lié avec ces courbes-là. Et donc, ici, le risque pour la courbe bleue, au début, était très fort. Mais avec le temps, il diminue, et il diminue de plus en plus. Et donc, plus la courbe de risque diminue, plus la courbe de survie va rester justement à un certain niveau. À l'inverse, la courbe noire, un risque qui augmente, donc le temps est plus compté pour le groupe 1 à long terme, et le groupe 2, un risque constant, et ça indique justement un processus de Poisson si vous aimez les probabilités, mais un risque constant, c'est généralement pas souvent observable dans la vraie vie. Dans l'industrie avec les ampoules, oui, mais normalement, on va voir des fonctions de risque, justement, soit qui sont décroissantes, ce qui est relativement rare, et surtout des fonctions de risque croissantes. On peut avoir des formes, justement, qui mélangent les deux. Alors, qui décroissent au début, qui à la fin augmentent. Pourquoi? Justement, dans la vraie vie, à la naissance, le danger de mourir est plus proche, par exemple, si on est prématuré jeune. Ensuite, on vieillit, puis à un certain âge, on a peu de chances de mourir, jusqu'à un moment donné, rendu très vieux, le risque de mourir augmente. Alors, on va voir souvent des courbes de risque en forme de baignoire. Et on va voir est-ce qu'on voit ça ici dans notre analyse de données. Alors, la collecte de données, quelques quantités justement qu'on voulait définir. Variable principale est le temps jusqu'à la mort, mesuré de la première mention à la mort, ou si censuré, ça nous prend absolument la dernière page où le personnage est apparu. Pourquoi? Parce que ça nous prend les vivants aussi pour faire notre analyse. Quelles covariables on a? On en a des objectifs, donc qui sont définis par le texte, et le sexe ou le genre de la personne, normalement on peut le savoir dans le texte, l'allégeance, la culture, et une autre qui est vraiment objective, l'indicateur de point de vue, de narration. Alors chaque chapitre a son propre point de vue, et si on a un personnage qui a son point de vue, ça veut dire on peut noter ça dans nos données. Covariable définie par un expert en littérature, Monsieur Archibald. J'aime ça, that's me. Oui, on a la motivation, la direction et la fonction, et on pourrait peut-être dire... Oui, mais ça c'est un travail que j'ai fait plus tard dans la cueillette de données avec Fanny. On s'est demandé, en fait, justement pour nourrir un peu ces stats-là, parce que ce qu'on rendait à Pierre-Jérôme, finalement, après épluchage, c'était de gigantesques tableaux Excel par allégeance d'abord. Donc on a choisi vraiment des allégeances que déjà avec Sarah à l'époque on avait commencé à simplifier, parce que à un moment il y en a trop. Il y en a, je pense que tu as remarqué aussi, qui sont un peu factices, c'est-à-dire on va dire tel personnage est de telle culture, mais on n'entend jamais parler d'autres personnages de cette culture-là, donc on est rarement une culture à soi tout seul, enfin, normalement. Donc il y avait cette idée-là. Donc on a fait des grands regroupements, donc par exemple Beyond the Walls pour tout ce qui était Night Watch, Wildling, etc. Et les grandes maisons, par exemple. Et à
l'intérieur de ces découpages-là, donc qui étaient, comme tu le voyais, bon, culture et grandes allégeances, on voulait avoir quelque chose qui pourrait être traité par l'analyse, qui serait plus de nature narratologique dans ce cas-là, c'est-à-dire on s'est amusé à définir des fonctions, définir des directions et des motivations. Donc les fonctions, ce qu'on a fait au départ, c'était vraiment d'essayer de définir des rôles. Bien sûr, ils peuvent changer ces rôles-là, mais dans l'essence, le principe, je pense qu'on essayait de définir un peu des essences de personnages. Il y en a beaucoup, les fonctions, je les nommerai pas toutes, mais si je regarde les 4 ou 5 premières qu'on avait définies, par exemple, il y avait usurpateur, aspirant, légitime ou illégitime, bras droit, régent, chevalier. Donc, si on regarde ces 5 fonctions-là, par exemple, les 5 premières qu'on a définies, l'usurpateur, on va avoir, par exemple, Robert Baratheon au début, qui est même appelé l'usurpateur, donc quelqu'un qui est en train qui a un rapport au pouvoir, qu'on a tendance à considérer, nous, public et à l'intérieur même du récit, comme étant illégitime. Aspirant, légitime, illégitime, c'est un peu la même logique, c'est qu'on se disait, finalement, on pourrait différencier comme ça les frères Baratheon après la mort de Robert, donc Renly, Stannis est l'aîné, donc son aspiration au trône est considérée comme légitime. Renly, il va juste parce que son frère est pas fin puis que l'occasion se présente, donc pour moi, il y avait une différence qualitative ici. Bras droit, bon, pour pouvoir définir un peu comme Ned Stark quand il meurt, par exemple, donc il est la main du roi. Régent, pour définir toutes sortes de rôles à un moment donné. Tyrion, à partir d'un certain moment, est essentiellement un régent. Quand il hérite de la ville à un moment, en ce moment dans la série, il hérite de Meereen pendant que la Khaleesi est disparue. Donc, c'est un peu cette fonction-là, donc de quelqu'un qui administre en lieu et place de quelqu'un d'autre. Chevalier, bon, évidemment, on le définit plus tard, chevalier errant, chevalier servant, donc ce personnage qui est essentiellement un maître d'armes au service de quelqu'un d'autre. Ce qu'on voit dans les premières catégories, ça nous amène vers à la fois les motivations puis les directions, mais c'est que ces rôles-là, on s'en est rendu compte en parlant, Fanny et moi, on les a définis principalement par rapport à un rapport au pouvoir, finalement. Ça fait que je pense qu'on a beaucoup parlé du caractère accidentellement féministe de A Song of Ice and Fire. Je pense que plus j'avance, plus je m'intéresse au caractère accidentellement foucaldien de A Song of Ice and Fire. Donc, à cette logique-là, de tout à coup, comment le pouvoir fonctionne et comment il dicte les aspirations, les directions des personnages. Donc, vous voyez que j'ai tout défini à peu près ces grandes catégories-là par rapport à un rapport au pouvoir. Dans les directions, c'est la même chose. C'est-à-dire, on a fini par imaginer, finalement, le Game of Thrones un peu comme au début, comme une carte, mais presque, je pense que la métaphore est Fanny, presque comme un système solaire. Donc, il y a le pouvoir au centre et finalement, on va avoir des directions par rapport à ça. Donc, c'est là qu'on a défini des paires dans direction. Toutes les catégories sont des paires. Donc, ascendant, descendant, est-ce que quelqu'un est en train de faire sa voie vers le sommet ou est en train de descendre? Majeur, mineur, pour être capable de qualifier le rôle joué par les personnages. Errant, servant, qui est principalement une catégorie liée au chevalier, mais qui est vrai d'autres personnages. Donc, dans le récit d'un personnage, dans l'arc narratif d'un personnage particulier, est-ce qu'on est en train d'être au service de quelqu'un ou seulement dans l'errance comme Brienne l'est à un moment, comme The Hound l'est en ce moment, c'est-à-dire c'est un personnage qui sait pas trop quoi faire de sa vie carrément. On va avoir captif, fugitif, donc dans le cas d'une question de liberté, renonçant, désertant dans le cas des motivations plutôt militaires et à la fois idéologiques, et soumis, résistant. Donc c'est entièrement des paires donc qui vont définir un type de rapport au pouvoir. Et je pense que ascendant, descendant, dont on sert pas mal pour les figures majeures, je trouve que c'en est une que plus ça avance, plus j'ai l'impression que tu me le confirmeras à un moment, on n'est pas rendu là, mais qui dicte beaucoup les décès, c'est-à-dire qu'on se rend compte que bien souvent, un personnage, juste après avoir acquis un pouvoir ou avoir fait un geste pour en acquérir plus, va mourir. Ça arrive souvent aux chefs militaires, par exemple. Et ça va être la même chose dans les cas de descendants. Donc, quand on est déstabilisé
de son rôle dans l'histoire. Finalement, il y a un moment pour moi j'ai hâte de voir si l'analyse va me le confirmer ou pas, mais moi, en prenant des notes devant ma télévision, c'est ce que ça me donne comme impression bien souvent. Les motivations, donc, on les a aussi organisées en paire, donc il y a vraiment altruiste, égoïste, intéressé, désintéressé, idéologique ou religieuse, communautaire, personnelle. Donc là, c'était encore une fois de définir un rapport au pouvoir, mais aussi dans ce cas-là, au service, littéralement. C'est-à-dire, pourquoi les gens sont en train d'agir. Et donc, bien sûr, vous voyez un peu c'était quoi l'objectif dans ce cas-là, c'était d'aller définir les personnages d'une façon, finalement, narratologique et qui ne serait pas purement sémantique, parce qu'on sait bien qu'on est dans un univers de fiction, donc bien sûr on va pas aller l'analyser juste en fonction de quel est le nom du personnage, quelles sont leurs allégeances, etc. On sait que la nature du personnage profonde est plus définie selon ces types-là que selon des allégeances purement définies dans le monde diégétique, finalement. Donc c'était ça l'idée. Je pense que assez tôt, en se posant des questions, on se disait, finalement, on sait bien, je pense que quand tu parlais de l'idée d'une quête de revanche ou d'une structure de rétribution, on l'a bien vu avec les Stark et les Lannister. Je pense qu'à un moment, on voyait bien que la courbe de rétribution commençait à s'installer, c'est-à-dire les Stark tombent comme des mouches au début de cette histoire-là, et là on voit que le rapport s'inverse avec les Lannister. Je pense que c'est un peu le moment où j'ai dit, bon, si on est juste dans des analyses de est-ce que les Stark ou les Lannister meurent plus ou ont plus de risques, ça sera pas tellement parlant au-delà d'un certain point, parce que, comme tu le disais, plus on avance, plus les chances que tout le monde meure finalement finissent par s'équilibrer. Ouais. Alors, ça nous a amené à la collecte de données qui a pris 1 an et demi, pratiquement, ou 2. 80% du travail facilement, peut-être 90%. À partir des livres, comme on voit, pour le musée, et avec l'Internet, de nombreux wikis, il y a toute une communauté qui est obsédée au point justement de tomber en amour avec leur propre théorie et focusser là-dessus. Organisé dans de multiples tables, on l'a mentionné, une par groupe maison, et on a eu plusieurs difficultés. Première mention versus première apparition. Il y a certains personnages qui sont mentionnés avant d'être dans l'histoire vraiment, et on se disait, est-ce que cette personne-là est à risque? On a fini par choisir première mention. Les allégeances, évidemment, changent d'un moment à l'autre. Quand exactement est-ce qu'un personnage est officiellement mort? Si on veut un temps de mort, ça nous prend des fois justement, est-ce que la personne est morte à telle page parce que s'est fait couper la tête, ou est-ce que c'est 3 chapitres plus tard, ou est-ce que officiellement là, le corps était là, etc. Il y a des personnages ambigus. Lady Stormheart, évidemment, Sir Robert Strong, c'est des cas ici de résurrection potentielle. On a choisi dans ces cas-là justement de les considérer comme des personnages séparés, pour des raisons narratives, et j'adhère à ce point. Et aussi, comment organiser les 2 plus récents livres qui sont essentiellement simultanés. Les tomes 4 et 5 sont pas un après l'autre, c'est vraiment, il se passe dans la plupart du 4 un paquet d'affaires qui se passe dans une grosse partie du 5. Et on a choisi encore là, considéré comme un seul tome avec un ordre des chapitres choisi par expertise. Solution trouvée par Sarah Grenier. Ouais. Ouais. Je te crois. Et on a également justement reformulé des variables qualitatives en plus petit nombre parce qu'on avait sinon trop de maisons, trop d'allégeances, trop de groupes avec... Si j'ai 3 personnages ou un seul dans un groupe, je peux pas faire d'analyse avec ça. C'est... Les statistiques, ça suppose une population, ça prend suffisamment de personnes pour faire une population. OK. Alors, un seul diapo sur 80% du travail. 80% du reste du travail, c'est le nettoyage des données. Alors, une fois qu'on a ça, il faut réorganiser ça pour l'analyse statistique. C'est encore énormément de travail, avec un peu plus de collaboration de la maison Bergeron. Réduction à 2 tables séparées, vraiment, il y a 2 types de personnages. Il y a les standards, si on veut, qui sont la plupart des personnages. Et non, on a des cas spéciaux. Ou est-ce que c'est tous les cas, justement, où on voudrait mettre une covariable qui dépend du temps, comme quelqu'un qui se fait estropier. Bran perd l'usage de ses jambes, Jaime perd sa main, Tyrion perd son nez, etc.
D'un point de vue base de données pour analyse de survie, ça veut dire que je devrais mettre au moins 2 lignes pour cette personne-là parce que ça change les choses. Et donc, ça me prend une table avec ces cas plus compliqués et une table où je sais que tout est plus facile. Parce qu'il y avait de multiples tables, certains personnages apparaissaient sur plus qu'une table. Ned Stark était dans les Sœurs, qui était dans les Baratheons parce qu'il était au service de Robert Baratheon, etc. Des fois, les chiffres n'étaient pas pareils ou les motivations n'étaient pas pareilles d'une table à l'autre. Il a fallu corriger ça. Et je pense qu'on les a tous éliminés, mais il y a certains personnages qui sont connus sous plus qu'un nom. Alors, c'est pas impossible qu'il reste encore quelques petites erreurs, mais c'est corrigé. Ensuite, vérification et correction d'erreurs. Des fois, justement, on se trompe dans la page qui est marquée et subitement un personnage a un temps de vie négatif. Corrigé aussi. Et il y a quelques cas ambigus. Lady Shallowant, c'est un cas spécial parce que elle est mentionnée, mais elle n'est jamais dans l'histoire. Elle n'est jamais présente dans l'histoire. C'est juste qu'il existe une Lady Shallowant quelque part dans le Westeros. Et à un moment donné, on apprend qu'elle est morte. Mais on l'a jamais vue. Et donc, elle est dans notre échantillon. Est-ce qu'on la compte vraiment? Et ensuite, on a exploré les données justement pour réduire le nombre de facteurs à des groupes de taille suffisante. Ça, c'est un petit peu la faute des wikis. Dans les wikis, justement, il va y avoir culture. Alors, c'est bien facile de copier la culture qui est là, mais ça veut dire qu'il y a juste Jorah qui a la culture de Bear Island, même si Lyanna Mormont est une Mormont, même si J.R. Mormont est un Mormon et vient de Bear Island. Et donc, parce qu'il y avait encore là trop de culture, s'il y a une personne des Summer Island, je peux rien dire sur les gens de Summer Island. On a dû réduire ça. C'est venu avec l'analyse de données exploratoires. Alors, ça nous amène enfin aux résultats. C'est des résultats préliminaires, mais on va commencer par les groupes. Alors, première table, groupe All, j'ai pas traduit, c'est tous. Alors, on a compté 1079 personnages présents, et non, donc ça inclut encore tous les flashbacks, etc. Parmi ceux-là, 241 morts, moins du quart. Et la durée de vie médiane, 4116 pages. Ça veut dire que le personnage moyen dure au-delà de 4 livres. La borne inférieure, bon, ça c'est un petit peu un intervalle de confiance, et donc à la fin des livres, si la tendance se maintenait, on s'attend à ce que quand même le personnage moyen dure 3 livres et demi à peu près. Minimum. Ensuite, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Il y a quelques enfants de la forêt de sexe inconnu, mais on voit aussi justement que les femmes meurent pas beaucoup. Parmi les 206 femmes, 23 sont mortes. Chez les hommes, on a 892, dont 218 morts, et eux, ils ont un temps de vie médian qui est évidemment plus petit que l'ensemble de tous. On a quand même un temps de vie médian, une borne inférieure au temps de vie médian pour les femmes qui est encore là environ 4 livres. Les hommes, à peu près 3 livres. Et ensuite, on a les motivations. On voit qu'il n'y a pas beaucoup d'altruistes. Il n'y a pas beaucoup d'intéressés. Oups, il y a un slash qui manquait. L'égoïste, ça devait être un tréma. Ça, c'est faute de tape, pas corrigé. Mais on voit un petit peu la distribution des différentes motivations. Peu d'altruisme, mais il ne meurt pas beaucoup. Désintéressés, il y en a encore là. C'est un petit groupe, il ne meurt pas tant que ça. Égoïste, ça commence à être plus important. Ils ont l'air de moins mourir que les idéologiques, mais leur durée de vie médiane est de, justement, à peu près un petit peu moins que 3 livres environ. Et on dirait 2 livres en moyenne. Si on met une borne inférieure à ça. Les idéologiques, ça c'est un personnage en particulier. Il y en a beaucoup d'idéologiques, 176, le quart à peu près sont morts. Et intéressés, encore là, à peu près le même nombre que d'égoïstes, mais ils meurent moins que les égoïstes. Motivation nulle, ça c'était justement le 3/4 des personnages. Je sais qu'on n'a pas assez d'informations pour leur donner une motivation. Évidemment, ceux-là, parce qu'on on n'a pas le temps de les voir. On n'a pas le temps de leur donner une motivation parce qu'on les voit pas beaucoup, parce que soit qu'ils meurent tout de suite, soit qu'ils disparaissent tout de suite, alors on les voit plus.
ou quand ils reviennent pour mourir. Et finalement, la motivation religieuse, 41, dont seulement 3 morts, et donc on ne peut pas dire qu'il y a une médiane. Et évidemment, la motivation nulle, on voit que ceux qu'on ne peut pas identifier de motivation meurent plus vite que les autres. Parce que, c'est de la chair à canon. C'est ça, c'est de la chair à canon. Alors, alerte aux divulgateurs, voici les 5 livres en une seule courbe. La courbe de Kaplan-Meier, c'est l'estimateur non paramétrique. Alors, c'est une courbe en escalier parce que c'est un estimateur non paramétrique. On va vous soucier de ça. Tous les plus bleus, c'est des cas censurés. C'est-à-dire que la personne le plus ici, la dernière fois qu'on l'a vue, elle était vivante. Et donc, le 3/4 des personnages sont censurés. Et ça fait qu'on ne voit pas vraiment la courbe. On a quand même l'intervalle de confiance pour la courbe. Et on voit que au début, c'est assez à pic. Donc, plusieurs personnages vont mourir assez rapidement. Et ensuite, ça ralentit beaucoup. Et on a quand même un temps de vie médian. Donc, même s'il y a moins du quart de la population qui est morte, on a une durée de vie médiane de 4116 pages. Et à la fin, on a même, finalement, une courbe qui est complète. Normalement, dans les analyses de survie, la courbe serait incomplète si les plus grands temps observés étaient des temps de censure. Le plus grand temps observé, c'est quelqu'un qui est mort. On va savoir qui relativement tantôt, mais c'est pour ça que ça tombe. Alors, cette branche-là ici, il ne faut pas s'en soucier. Il faudrait plutôt penser que ça continue comme ça. C'est juste un hasard de l'échantillon. Mais ça résume au complet. Et il y a eu une autre étude sur une analyse de survie de Game of Thrones, mais dans l'âge des personnages pour comparer, par exemple, à la courbe de survie des différentes nations. Et c'était pire que l'Afghanistan. Ici, en termes de pages, c'est quand même assez bien. On ne l'a pas encore compris. OK. Maintenant, survie par sexe. Évidemment, les enfants de la forêt n'ont pas de définition réductrice du genre. On ne devrait pas en avoir non plus, mais ça simplifie les choses. Alors, les sexes inconnus, en bleu, on ne voit pas la courbe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun mort et on ne peut rien dire. Et donc, il n'y a rien du tout. Mais on voit que les femmes, justement, survivent plus que les hommes. La courbe est plus haute. Et la branche ici nous indique que le personnage mort en dernier, c'est un homme. Et c'est aussi normal, justement, dans la vraie vie, les femmes en général vivent plus longtemps que les hommes. Et on voit qu'il y en a beaucoup plus, donc plus de censure, et qu'il y a une bonne différence. Alors, si on faisait un test pour savoir est-ce que les femmes vivent moins longtemps ou plus longtemps que les hommes dans la série Song of Ice and Fire, si j'avais mon test statistique, je pourrais le faire et il dirait évidemment que oui, il y a une différence significative. Alors, on a déjà une information intéressante, mais qui à la fois, c'est tout à fait normal, justement. Dans un monde médiéval, les hommes font toute la guerre et tout, alors c'est eux qui meurent plus souvent. Hein? On s'y attend. OK. Maintenant, motivation. Juste pour donner quelques exemples de motivation. Parmi les altruistes, il y a Mestre Aemon Targaryen qui était dans le Night's Watch, les gardes de nuit. Il y a Barristan Selmy, il est mort dans la série télé, il est encore en vie dans les livres. Désintéressé, motivation désintéressée, Tyrion Lannister, qui est encore en vie jusqu'à maintenant. Robb Stark était dans cette catégorie-là aussi. Lui est mort, on le sait. Idéologique, Oberyn Martell, qui est mort. Et Sir Davos Seaworth, le chevalier de l'Oignon, était idéologique aussi. Dans les intéressés, Renly Baratheon, mort. Et anciennement Maester, ou Mestre, Qyburn, religieuse. Alors, j'ai essayé, quand j'ai donné les exemples, justement, de prendre une personne morte et une personne vivante. Il y a trois personnes religieuses mortes. Il n'y en a pas une que vous reconnaisseriez. Alors, j'en ai mentionné 2 qui sont encore en vie. Mélisandre, qu'on connaît tous. Et Septa Unella, c'est la religieuse avec la cloche dans la série. Alors, ça, je savais qu'on la reconnaîtrait. Dans les égoïstes, Lisa Arryn, née Tully, qui est morte par la porte de la Lune. Et la reine Cersei Lannister, un autre exemple. Alors, pourquoi je les mentionne? C'est pour donner une idée justement des prochaines courbes de survie par motivation. Alors, on voit que
ceux-là qui n'ont pas de motivation sont ceux qui survivent le moins. Alors, on améliore ses chances de survie en étant motivé, mais quelles sont les meilleures motivations? La courbe ici, en violet, justement, rattrape les pas motivés. Au départ, qui c'est qui meurt le plus vite? Les pas motivés. La verte et la violet se ressemblent jusqu'à un moment donné, ils se séparent. Et quel groupe rattrape les pas motivés? Selfish, les égoïstes. Alors, il y a quand même une espèce de morale à notre histoire, parce que, même s'il n'y a pas vraiment pas de méchants purs, les égoïstes sont souvent ceux-là qu'on considère comme méchants, et à long terme, ils survivent aussi peu que les pas motivés. Les idéologiques, par contre, il y a un cas en particulier qui meurt justement et fait que la courbe tombe ici, mais on s'imaginerait que avec plus de données, on verrait qu'elle continue un petit peu plus sur sa lancée à place de tomber. Et on a justement au départ, ceux qui survivent le mieux, au début, c'est les désintéressés. Avec le temps, ils rattrapent les altruistes ici, qui sont les meilleurs à mi-terme. Et à long terme, les religieux sont ceux qui durent le plus longtemps, mais aussi parce qu'ils sont souvent des personnages plus récents. Le courbe va pas si loin parce qu'il n'y a personne qui a été jusqu'à 5 livres complètement. Et même chose, justement, les idéologiques sont moins pires. Et à la fin, sauf pour l'exception, les intéressés à long terme font pire que les idéologiques. On peut regarder ça à l'échelle justement du risque, par motivation. Alors, quand est-ce que le risque est plus haut et plus faible? Et on voit que, justement, les sans motivation sont ceux qui meurent le plus vite parce que c'est de la chair à canon, jusqu'à peu près, tu peux passer 2 livres, alors 2000 pages, c'est à peu près 2 livres. Là, la courbe de risque la plus haute, c'est les égoïstes. Donc, à long terme, et la tendance est vers le haut. Donc, ça veut dire que si la tendance se maintient, à long terme, les égoïstes meurent plus que les pas motivés. Pourquoi est-ce que les pas motivés, justement, baissent et remontent? C'est parce que probablement qu'ils ne sont pas dans l'histoire jusqu'à ce qu'ils reviennent, et ils reviennent pour être de la chair à canon à la fin, et donc leur courbe remonte aussi. On a les idéologiques. Ils commençaient semblables dans le risque aux égoïstes, mais à long terme, ça diverge, et leur courbe de risque est à la baisse. Donc, à long terme, ça augure bien pour eux. Les intéressés, eux, c'est plus haut au début, ça baisse, mais ensuite, ça se maintient. Alors, les idéologiques, à long terme, font pas si bien que ça. Les désintéressés commençaient très bien, plus bas risque. À long terme, ça va en montant. Les religieux, c'est à la baisse. Et les altruistes, c'est pratiquement constant. Il y en a peu. Et donc, ça implique justement que les altruistes font quand même, somme toute, assez bien. Et c'est ça pour la survie par motivation. J'ai quelques autres courbes ailleurs, mais pour les courbes ici, je pense que les allégeances seraient ce qu'il y a de plus intéressant. Maison et allégeance, comme j'ai dit, c'est compliqué. On voulait regarder les allégeances au niveau maison. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup trop, et il y en a trop qui ne sont pas vraiment des... Dans Westeros, on avait les maisons Lannister, les Stark, les Bolton, les ci, les ça, mais là, quand tu vas dans les ça, il n'y a pas de maison. Quand tu vas dans le nord du mur, les Free Folk, les gens libres n'ont pas de maison, etc. Ça compliquait beaucoup. Et justement, les allégeances changent. Alors, on a réduit ça à des méta-allégeances. C'est à l'état de work in progress encore, et j'espère que vous aimez les spaghettis. On va regarder les courbes par allégeance. Par méta-allégeance. OK. C'est qui fait le pire au début? North Greyjoy, ça devrait être... les Greyjoy sont relativement récents. Alors, il y a évidemment Theon qu'on connaît depuis le début, mais c'est à partir du 4e livre qu'on en a toute une talle. Et cette talle-là, évidemment, meurt vite, mais ensuite, à long terme, ça baisse. Donc, le risque des Greyjoy est à la baisse. Pourquoi est-ce qu'ils arrêtent à 1000 pages? C'est parce que la plupart des Greyjoy, justement, sont apparus dans le 4e livre. Ils n'ont pas beaucoup de pages à leur actif. Et ça veut dire qu'il n'y a personne vraiment qui meurt. Jusque-là, ça veut dire que Theon/Reek est encore en vie, passé ceci. Qui d'autre qui est intéressant? Alors, c'est dur à voir parce que c'est en jaune, pointillé, mais les gens au nord du mur, les gens libres,
ce qui a finalement la courbe de risque la plus haute, et elle s'arrête assez vite. Donc, les gens libres au nord du mur ont une vie rude et courte. Donc, c'est quand même représentatif. On imagine des gens hors de la civilisation. C'est difficile, la survie en forêt. Et donc, c'est réaliste. Qui d'autre? On en a un paquet. Khaleesi, alors on va prendre Khaleesi, elle est où? Sa gang, à elle, son risque baisse à long terme. Les Stark, en bleu. Les Stark, justement, meurent beaucoup au début parmi les groupes les plus en danger, mais à long terme, ça baisse. À long terme, le risque est à la baisse. C'est ici inconnu. Bon. Allégeance inconnue, ça meurt vite, et ça meurt justement à long terme, ça meurt beaucoup parce qu'ils n'ont pas d'allégeance, ils n'ont pas de protection. Et quelques trucs intéressants. En pointillé ici, les Bolton, plutôt constants et arrêtent abruptement. Donc, les Bolton ne meurent pas beaucoup. Et pointillé en turquoise, Aaron Baelish. Alors, Littlefinger, petit doigt. Il est pratiquement constant et pratiquement nul. Il joue bien sa game. Et ensuite, il y a les autres groupes. Alors, si vous voulez les diapos plus tard pour analyser ça, vous me le demanderez. Et ça nous amène aux conclusions finalement de notre analyse qui est encore préliminaire, mais qui nous éclaire dans notre vision des choses. Quelques personnages essentiels ou quintessentiels d'un point de vue de la survie. C'est ceux qui représentent les différentes motivations qu'il y avait de médiane. Alors, Merlin, qui était le barde, dans la série, il se fait arracher la langue au début de la saison 2 et on ne le revoit pas. Dans le livre, si je ne m'abuse, il est exécuté par la Porte de la Lune, mais je ne suis pas sûr. Brian Fearing, vous ne savez pas c'est qui, moi non plus, mais il est représentatif dans les groupes. Lady Lisa Arryn, l'égoïste quintessentiel. Évidemment sorti par la Porte de la Lune. Dorman, je ne sais pas c'est qui, c'est un des personnages qui est justement médian. Et le bonhomme idéologique qui a choisi bien mal et qui va mourir d'ici la fin de la saison, probablement dans le dernier épisode de la saison 6. C'est pratiquement garanti. C'est qui? C'est qui? Choisis bien mal, c'est une référence à Indiana Jones. C'est pas en stock. C'est que Choisis bien mal dans Indiana Jones, même acteur. Alors, je ne dirai pas le point, je le dirai sur IMDb. Vous allez savoir c'est qui. Alors, jusqu'à maintenant, on a regardé évidemment la survie et le risque par groupe. Il y a des méthodes plus avancées à utiliser que j'utiliserai quand j'aurai le temps. Et plusieurs résultats sont tels trucs que prévus, mais on a aussi quelques trucs intéressants justement dans les motivations. On voit les patterns de risque. Travaux en cours, évidemment, on va approfondir nos analyses et nos modèles. Il y a certaines réorganisations qu'on pourrait demander. Alors, par exemple, l'ordre direct des livres, je pourrais refaire ça. Ça pourrait changer un petit peu la donne et l'interprétation. Ce qui m'intéresse en particulier, l'inclusion de covariables dépendant du temps, justement, quand on se fait estropier, c'est parce que l'auteur veut justement faire vivre plus longtemps la personne pour subir cette façon de ce changement. Donc, et aussi, si on a un point de vue, on n'a pas un point de vue nécessairement du départ. Hein, et ça, on peut tenir compte de ça. La discussion avec les experts pour voir ça. Et enfin, qu'est-ce qu'on peut faire d'ici Winds of Winter? Voici la bibliographie. Pas de stats. Si vous avez des questions, oui, j'ai lu les livres et je suis là pour répondre. Et j'ai écouté les yeux d'eau. Alors, quelques remerciements, évidemment. Sarah Grenier-Millette, Fanny Demel et Yves-André Bergeron dans le travail et la reconnaissance au CRSH pour l'argent pour ceci. Merci.